juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Stop à la stigmatisation des malades du Covid-19. C'est le cri du cœur du professeur Moussa Seydi qui craint que les efforts ne soient réduits à néant à cause de cette attitude. À propos des tests virologiques de ce samedi, le Sénégal a enregistré 94 nouveaux cas et un record de patients guéris au nombre de 236. Zoom dans cette édition sur le marché de Pikine. Sur place, les mesures barrières sont reléguées au second plan. Le maire de la commune invite le gouverneur à mettre de l'ordre sur les lieux. Et puis plus que quelques heures avant la reprise du trafic interurbain à la gare routière de Rufisque, les mesures annoncées ne sont pas effectives. À Kaolack, le directeur de la gare routière soutient que toutes les mesures sont prises pour barrer la route au coronavirus. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord à Sangalkam, un policier retrouvé pendu chez lui en service à la direction de l'air et des frontières. L'adjudant de police souffrait de problèmes mentaux. Il était au poste frontalier de Koukandé et d'après les premiers éléments de l'enquête, la thèse du suicide volontaire est avancée. Retenez également qu'à Ziguinchor, un ressortissant d'un pays de la sous-région a été tué non loin du village de Touba Tranquille dans l'arrondissement de Kataba. L'homme muni d'une forte somme d'argent s'est rendu dans la zone pour acheter des noix d'anacarde dans le cadre de la campagne en cours. Des malfaiteurs l'ont interpellé, l'ont tué avant d'emporter son argent et sa moto. Retenez également que dans l'arrondissement de Niaguis, 3 jeunes étant allés chercher des noix d'anacarde dans la commune de Boutoupa Kamarakonda ont essuyé des tirs d'hommes armés, les blessant tous et les 3 sont blessés dont un grièvement. Certainement nous y reviendrons avec notre correspondant sur place Boubacar Diassi. Je vous l'annonçais dans les titres, le Sénégal enregistre à nouveau 4 cas importés ce samedi à l'AIBD. 18 patients graves sont suivis et les tests réalisés sont au nombre de 1166. 94 sont revenus positifs, 87 cas contacts, 3 communautaires et 236 patients déclarés guéris. On écoute les explications du docteur Marie-Khémès Ngomdiaye. Sur 1166 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise Diagne, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1 et Touba 2. 236 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4249 cas ont été déclarés positifs, dont 2512 guéris, 47 décédés et donc 1689 sous traitement. Puis le professeur Moussa Seydi condamne la stigmatisation à l'endroit des malades du Covid-19 pour le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. La stigmatisation est en danger et peut réduire à néant les efforts consentis dans la lutte contre le coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais lancer un message vraiment très important à l'endroit des personnes qui stigmatisent les personnes malades. La stigmatisation est dangereuse pour la personne malade elle-même,
parce qu'elle ne va pas consulter ou elle peut consulter tardivement et ainsi risquer sa vie. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de patients graves qui sont à domicile, qui refusent de venir à l'hôpital du fait de la stigmatisation. Et parmi ces patients, il y a même des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. J'en discutais hier seulement avec le professeur Bey. La stigmatisation met en danger l'entourage du malade, parce qu'une personne stigmatisée est moins prompte à respecter les mesures d'hygiène de base à l'endroit de son entourage. La stigmatisation constitue aussi un danger parce que cela pourrait réduire en néant véritablement la lutte que nous sommes en train de mener. Le docteur Abdoulaye Bousso, lui, appelle à la vigilance et au respect strict des gestes barrières. En effet, durant le mois de mai, le nombre de décès a triplé et les cas communautaires se sont multipliés. Il a magnifié le traitement avec l'hydroxychloroquine. Je vous propose de suivre là-dessus cet élément signé Mohamed Samb. La Covid-19 est loin de connaître son épilogue au Sénégal, plus particulièrement à Dakar, épicentre de la maladie. Les chiffres du jour inquiètent. Le nombre de cas a bien évolué, presque 4 fois le nombre qu'on avait eu le 2 juin, le 2 mai dernier. Le nombre de guéris également, qui est un indicateur positif pour nous, a également évolué. On a eu 6 fois plus de guéris. Le nombre de décès, qui est l'indicateur le moins réjouissant pour nous, a également évolué. Donc nous sommes partis de 8 décès à aujourd'hui 47 décès. Donc ce qui veut dire que nous sommes dans une phase de transmission et nous avons plus de cas et ceci est tout à fait normal. Si on regarde un peu sur la répartition entre les contacts, les communautaires et les importés, aujourd'hui les cas contacts représentent 87,6% des cas. Les cas communautaires 10,20% et les cas importés qui sont à 2,20%. Les cas communautaires se développent, je pense que nous le constatons tous, parce que tout simplement les populations continuent à circuler et ces cas, il faudra s'attendre également à ce que ces cas augmentent. Lueur d'espoir, les résultats importants liés au traitement de l'hydroxychloroquine. Donc ce traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine que nous avons administré nous a montré que l'efficacité était réelle. Parce que la durée médiane des patients qui avaient pris ce traitement d'hospitalisation était de 10,5 jours versus 13 jours chez les patients qui n'avaient pas pris ce traitement. Tous les patients qui avaient pris ce traitement au stade précoce, c'est-à-dire avant l'apparition de complications, sont guéris et aucun n'est décédé. Vivre avec le virus s'avère important, mais l'idéal c'est de se protéger, a annoncé Dr Abdoulaye Bousso. Les spécialistes de la santé ont pour la même occasion dénoncé la stigmatisation ainsi que le relâchement noté chez les populations qui ne respectent plus les gestes barrières. Avec 4249 cas enregistrés, plus de 1500 patients sous traitement, le professeur Bambakan juge le bilan peu réduisant malgré toutes les mesures prises durant 3 mois. Toutefois, cette nouvelle tendance sur le nombre de guéris supérieur aux patients sous traitement, le Sénégal peut espérer voir le bout du tunnel. Un sujet signé par Faraning et Ahmadouba. Le bilan est lourd, plus de 4249 cas de coronavirus enregistrés depuis le 2 mars 2020. Malgré les mesures prises, les cas augmentent de jour en jour, mais depuis quelque temps on constate un nombre de guéris supérieur à celui de patients sous traitement, une lueur d'espoir. Après quand même ces longs mois de lutte et de stratégies qui ont été mises en place, force malheureusement est de constater que le bilan est loin d'être reluisant malgré tous les efforts qui ont été consentis par l'État. Vous l'avez dit, les cas ont explosé, le nombre de décès également a augmenté, le nombre de cas graves a augmenté. Et cela donc signifie que nous n'avons pas le droit de baisser les bras. On a constaté depuis quand même quelques jours que le nombre de guéris, la courbe des guéris, n'est-ce pas, est beaucoup plus importante que la courbe des cas qui sont sous traitement. Avec quand même également un nombre de cas positifs qui tourne autour de 80 à 100. On est presque sur une sorte de plateau qui présage peut-être d'un pic qu'on va peut-être atteindre, mais je dois dire encore une fois que le pic est très difficilement
déterminer a priori, on peut déterminer le pick-up pour constituer un véritable motif d'espoir. Malgré cette tendance, il faut redoubler d'efforts selon le professeur Bamba Kane, surtout avec l'assouplissement des mesures. On ne sait jamais s'il y aura une deuxième vague ou non. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, il est important de marteler l'information, de marteler la communication, de marteler la sensibilisation à l'endroit des populations de manière à ce que ces populations prennent en fait les mesures qui permettent d'endiguer cette pandémie. Parce que plus que jamais aujourd'hui au stade où nous en sommes, je pense que l'acteur principal dans cette lutte maintenant, c'est le citoyen. Et le citoyen doit faire preuve, encore une fois, de responsabilité. Donc, les semaines à venir seront déterminantes après la reprise du transport interurbain. Professeur Bamba Kane craint une nouvelle vague de contamination si les populations négligent les mesures édictées par les autorités sanitaires. Impossible de respecter la distanciation sociale au marché de Pikine. C'est l'inquiétude totale. Les mesures barrières sont bafouées. Le maire de la commune tire la sonnette d'alarme. Il invite le gouverneur à agir avant qu'il ne soit trop tard. Un sujet signé Habib Faye et Modou Diop. Au marché 5 de Pikine, une distanciation sociale difficile à respecter. Les clients touchent à tout. Les commerçants sont inquiets des répercussions économiques d'une affluence en baisse. À peine, plusieurs nouveaux cas de contamination se sont déclarés. Par précaution, le gouvernement a décidé d'ouvrir les marchés 6 jours sur 7, une mesure qui peine à être respectée. Bon, actuellement, je ne vous dis pas encore. Le marché ouvre 7 jours sur 7 pour l'instant. Le marché ouvre 7 jours sur 7. Bon, je vois que le maire a ses raisons. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas respecté les mesures. Mais pour l'instant, le marché ouvre 7 jours sur 7. Personnellement, je respecte les mesures barrières telles qu'elles sont indiquées par nos autorités sanitaires. Je porte tout le temps mon masque. J'utilise aussi du gel hydroalcoolique. Depuis quelques jours, les clients se ruent littéralement dans les grandes surfaces. Plus de masques portés par eux. J'ai remarqué dans ce marché que les gens négligent le port du masque et c'est dangereux, non seulement pour eux, mais aussi pour les autres. En plus, certains ne croient toujours même pas à l'existence de la Covid-19. Malheureusement, ils ignorent que la santé n'a pas de prix. Vu que le marché 5, l'ampleur du marché 5, Dieu nous a soutenus, il n'y a aucun cas, pour l'instant, il n'y a aucun cas, parce que le maire a pris des mesures. Vous savez qu'il n'y a pas de célébrité. Le maire n'en peut plus, dit-il. Il lance un cri de cœur à l'État. Si nous sommes incapables d'agir, malgré notre volonté, malgré notre planification, si les moyens manquent, Monsieur le Président, à la guerre, vos soldats de première ligne vont être tués. Les hôpitaux commencent à déborder. Malgré tout, certaines populations préfèrent braver les interdits. À présent, ce communiqué du délégué général au pèlerinage à la Mecque. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun changement concernant le Hajj 2020, concernant plutôt les dispositions prises par le gouvernement et annoncées par le ministre des Affaires étrangères, l'arrêt de toute transaction concernant le Hajj 2020, l'arrêt de toute formalité d'inscription de candidats au Hajj 2020. Ces mesures restent en vigueur. Toutes dispositions contraires qui interviendraient vous seront communiquées par les voies appropriées. C'était donc les précisions du délégué général au pèlerinage à la Mecque. Le programme des Nations Unies pour le développement accompagne les collectivités locales dans la lutte contre le Covid-19. Une enveloppe de 147 millions de francs CFA dégagée pour 5 communes pilotes dont Bargny, Sandiara et Ndiob. En lot de masques, de gel et de blouses ont été offerts. Écoutons à ce propos le représentant résident du PNUD, Aminata Diabaté, au micro de Salif Sow. Ces populations les plus marginalisées ont besoin non pas seulement de la sensibilisation de la part des maires, mais aussi de l'appui pour leur propre protection en leur fournissant cet équipement sanitaire que nous avons aujourd'hui distribué aux maires, aux mairies pilotes que nous avons choisies. Alors, le PNUD a aidé les communes, est en train d'aider les communes dans plusieurs domaines. D'abord, la provision de ces matériels de protection des populations, des communes,
surtout celles qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de se les payer eux-mêmes. Et là-dedans, dans les kits que nous avons aujourd'hui, nous avons des masques, des gels hydroalcooliques, des gants, des blouses de protection sanitaire, du savon, de l'eau de Javel, et pour une valeur de 140 millions de francs CFA. Mais ce que nous avons encore fait, ou que nous sommes en train de finaliser, c'est la formulation d'un programme pour appuyer les petites et moyennes entreprises dans ces communes, pour leur permettre d'être résilients à la pandémie, non seulement en les appuyant dans les activités qu'ils sont déjà en train de faire, mais aussi possiblement de les réorienter pour leur permettre de survivre. Nous allons à Thiès à présent. Le district sanitaire de Thiès de Pout balise le chemin aux acteurs communautaires, les districts sanitaires plutôt, leur rôle informer, assister les populations sur le port obligatoire du masque. Les précisions de Cheranta Diop et Seyla Tira. Réalité nouvelle, situation nouvelle, aspiration nouvelle. Dans le contexte actuel du coronavirus, la communication doit être réadaptée par rapport à l'étape où nous sommes. Les acteurs communautaires ont un rôle important à jouer. Prévu de former 4823 acteurs communautaires à travers tout le Sénégal. Parce que c'est eux qui vivent avec les communautés, c'est eux qui vivent avec les populations. Donc c'est vraiment eux qui ont la meilleure, disons, manière de communiquer efficacement avec les populations. Donc c'est une approche que nous avons adoptée suite aux instructions du chef de l'État qui veut que les communications que nous faisons dans le cadre de la lutte contre la Covid soient une communication locale. Une communication locale, des relais communautaires de Pout et localités environnantes sont formés pour qu'ils informent, assistent les personnes à adopter les comportements tels que le port de masque qui doit être obligatoire. Mais aussi apporter un soutien psychosocial. On a vu que depuis quelque temps, la stigmatisation est en train de faire son cours et donc c'est une mauvaise chose pour la lutte contre le Covid-19. Mandao Gueye, étudiant ressortissant de Pout, fait partie de ces acteurs communautaires. La communication doit être aujourd'hui engageante au vu d'aider cette population de mieux porter des masques, mais aussi de respecter les mesures préventives. Après cette formation, ces jeunes garçons et femmes seront suffisamment outillés pour servir de relais. Merci à vous, Cheranta Diop. Pendant ce temps, les étudiants de Ngoï contre tout relâchement à la lutte contre la pandémie du coronavirus, ils veulent maintenir la sensibilisation pour le respect des mesures barrières en cette période d'allègement de l'état d'urgence. Nous voyons tout cela dans cette correspondance signée à Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Malgré l'allègement de l'état d'urgence et du couvre-feu, les élèves et étudiants de l'arrondissement de Ngoï continuent de croire qu'il faut un respect strict des mesures barrières et la poursuite de la sensibilisation contre cette pandémie. De venir prêter main forte à l'État dans sa lutte contre le Covid-19. Et pour ça, il a pris l'initiative quand même de faire un don de masques et de kits de lavage à main aux élèves des deux lycées, à savoir le lycée de Ngoï et le lycée de Ngaskop. Au début de la pandémie, l'USEN avait pris l'initiative quand même d'organiser des journées de sensibilisation en sillonnant tous les 54 villages de la commune. Si on va continuer la sensibilisation, tout juste après cette remise, l'USEN aussi va s'organiser en sillonnant toutes les écoles. Une jeunesse consciente sur qui on peut compter pour vaincre le virus, a dit l'adjoint au sous-préfet. Là, je me dis que j'ai à ma face une jeunesse très consciente qui, à mon avis, on peut compter sur eux pour la riposte. La riposte, comme l'a dit le président de la République, c'est une guerre. Une initiative bien appréciée par le maire de la commune de Ngoï, Elifal. Le sous-préfet de Médina Sabah invite les populations à ne pas se relâcher également et rester vigilants après la levée des restrictions sur le transport. Ce combat contre le Covid-19 doit être plus corsé dans cette zone frontalière avec la Gambie. Ousmane Tiao, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Diamé et Faligay. Les mesures d'assouplissement ne veulent pas dire que vraiment tout a été autorisé. Il y a toujours des restrictions qui sont en vigueur. J'espère que nous allons continuer à
à pratiquer ou à respecter les mesures barrières. J'espère que vous l'avez constaté, tous ceux qui sont ici ont porté des masques. Et je pense que l'histoire des lavages de mains, les distanciations sociales, je pense que ces mesures-là sont toujours de vigueur ici dans notre localité. Et d'ailleurs, qu'il me soit permis ici de remercier toute la population qui a suivi les recommandations, qui a appliqué à la lettre les instructions. C'est peut-être, je touche du bois, ce qui nous a valu un peu le fait que nous sommes jusqu'à présent indemnes de cette pandémie-là. À quelques heures de la reprise du trafic interurbain, la gare routière de Rufisque pas encore désinfectée, encore moins nettoyée, mais les dispositions sont prises selon le comité de gestion. L'espoir renaît chez ces acteurs du transport après 3 mois d'inactivité. Au Sénutiam, Ahmad Bambassamb. À la gare routière de Rufisque, pas encore de travaux pour préparer cette réouverture annoncée. Néanmoins, des dispositions ont été prises selon le président du comité de gestion. On s'est décarcassé pendant de longues années pour la réhabilitation de cette gare routière. Bon, aujourd'hui, on peut remercier le bon Dieu et dire que si l'État a décidé de réhabiliter la gare lui-même, vraiment ça, on l'apprécie. C'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez, dès ce matin, nous avons pris contact avec l'UCG pour lui demander de tenir une très grande opération de très grande envergure, de débarrasser tous ces carcasses de véhicules, faire de l'ensemblement, et aussi prévoir les tableaux. Le manifeste, et on a aussi prévu par exemple une équipe qui sera là demain pour orienter les passages. Une réouverture bien accueillie par ces acteurs du secteur du transport après 3 mois sans activité. La gare a été fermée depuis le 17 mars, comme toutes les autres gares routières, quand l'État avait pris la décision de fermer les gares. Vraiment, comme vous le savez, tout le monde, surtout les chauffeurs qui vivaient à part de cette gare routière, ont crié leur ras-le-bol. Vraiment, ils ont resté presque 3 mois sans rien faire, sans aucune activité professionnelle. Donc aussi, c'est un autre soulagement pour des pères de famille qui ont des charges sociales. De l'avis de ces chauffeurs qui attendent des mesures d'accompagnement liées à cette réouverture, le ministre en charge du transport est attendu lundi prochain dans cette gare routière. À Kaolack, les responsables de la gare routière disent avoir pris toutes les dispositions également pour barrer la route au Covid-19. Et sur place, les véhicules commencent déjà à se positionner pour la reprise du trafic. Damlo est le président de la gare routière. Il en parle au micro d'Ibrahim Diamé. Nous remercions, nous remercions le beau Dieu et le président de la République qui nous a laissé pour exercer notre fonction. On est trop contents de cela. Les gens ont commencé de se laver les véhicules et de se respecter les mesures barrières que l'État nous a fixées. Toutes les mesures qu'on nous a imposées est presque fini. Mais on est prêt presque pour démarrer demain, Inch'Allah. On va remplir des fiches. Chaque client qui vient doit nous donner son numéro de téléphone, son numéro de carte d'identité, et son nom et son prénom. Et où l'adresse, il va partir à Dakar et il va départ à Kaolack. Il y a des fiches que si la gare routière te donne une fiche, c'est ce qu'on m'a dit. Tu peux partir sur Dakar. Si tu n'as aucune fiche, tu peux partir. C'est ça. Oui, l'État nous a accompagnés sur ces mesures. Il nous a donné des gels, des masques et des thermoflasques pour qu'on existe cela. Et on est prêt à les exécuter. Autre aspect de l'actualité à Thiès-Nguint, plusieurs maisons de ce quartier seront déguerpies et les familles impactées par les inondations seront relogées à la zone d'aménagement concerté de Thiès. Le ministre de l'Urbanisme était dans la capitale du rail et il a annoncé la livraison de 200 logements. Cher Anta Diop, c'est la terre. Les années durant, ce populaire quartier de Thiès-Nord, Nguint, est victime d'inondations. Des familles sont impactées face à la situation. L'État du Sénégal a entamé des travaux de construction de 200 logements à Thiès. Des familles impactées du quartier Nguint seront relogées ici à la ZAC de Thiès. Parfaitement, puisqu'il y a un travail social au départ, des enquêtes sociologiques qui sont menées par nos équipes et qui permettent d'identifier ces personnes et de pouvoir les reloger conformément à la volonté du président de la République. Donc il faut se féliciter aujourd'hui que le programme de logement avance. C'est une promesse forte, mais une promesse aussi
qui tous les jours fait partie des priorités de l'État du Sénégal. Le Sénégal est durement affecté par la Covid-19, selon le ministre. Après cette phase difficile où toutes les économies mondiales sont en berne, l'État voudrait que des secteurs comme le logement et le BTP soient des outils de reprise économique. Vous avez vu toutes ces portes et fenêtres fabriquées au Sénégal, vous avez vu le carrelage fabriqué au Sénégal. Donc lorsque le PSE parle de l'écosystème de la construction, il y a un bon début d'exécution de cette volonté du président de la République qui va permettre à notre économie de tirer le maximum de la chaîne de valeur liée à la production de logements. C'est un projet qui avait souffert par rapport à beaucoup de retard. Ces logements seront livrés au mois d'août prochain. À Kolda, la lutte contre la corruption est une condition sine qua non sans laquelle on ne peut pas travailler à la préservation de l'environnement. C'est du moins ce que pensent les membres de la section locale du Forum civil. Moudjibou Rahman Baldé en parle au micro d'Abdoulaye Diallo. Il y a, comme vous l'avez dit, une relation nette entre la lutte contre la corruption et la promotion de l'environnement. Et nous avons constaté que depuis quelques années, notre environnement est menacé, mais cette menace est effectivement liée à la corruption qui gangrène ce milieu. Et donc on ne peut pas lutter valablement contre les menaces de l'environnement sans autant lutter contre la corruption dans ce milieu. Et c'est pourquoi nous avions alerté il y a de cela quelques années, et l'année passée nous l'avions encore répété avec un vaste mouvement dont nous avions tenu un point de presse pour alerter sur la déforestation, notamment au niveau de Médina Yoro Fula. Mais ça, c'est un combat d'alerte et de combat citoyen d'alerte. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de travailler aussi en tant que citoyens à des alternatives pour les citoyens. Et c'est pourquoi nous avons, avec nos partenaires comme Paz Condignidad, Set Amarewe et ISRA, nous sommes en train de mettre en place un programme dans le cadre de la préservation des biens naturels communs qu'on appelle l'agroécologie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de l'expérimenter au niveau de Kumbakara pour voir dans quel cadre les populations pourraient en tout cas vivre des ressources naturelles tout en les préservant. Et puis le ministre du Tourisme et des Transports aériens, le ministère plutôt, informe le rapatriement d'Italiens et de Sénégalais d'Italie. Les opérations se dérouleront dans la période du 9 au 17 juin prochain. Ce vendredi, l'imam Mohamedou Dicko avait appelé à manifester contre la mauvaise gouvernance aux côtés de plusieurs partis d'opposition. C'est au Mali, portrait d'un homme qui, en quelques mois, est devenu la principale figure de la contestation au Mali. C'est avec Ibou Diouf. Imam Mahmoud Dicko, ce leader qui surfe entre deux vagues, le temporel et le spirituel. Né au début des indépendances, Imam Dicko a vu le jour dans la région de Tombouctou au Mali. Cet ancien professeur d'arabe devient dans les années 80 l'imam de la mosquée de Badaloubou en plein cœur de Bamako. L'imam Dicko s'est distingué à travers le verbe. Son sermon a très vite attiré l'attention des gouvernants, position renforcée avec le poste de secrétaire général de l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam. Mohamed Dicko se réclame du courant sunnite de l'islam, un quiétiste qui ne milite pas pour le djihad et l'application des règles les plus violentes de la charia. En 2009, il enregistre l'un de ses premiers succès face aux autorités maliennes. Il s'opposait alors au projet de code des personnes et de la famille. C'est en 2012, lors de la guerre au Mali, qu'il a pris la décision de rencontrer les islamistes à la tête, le leader d'Ansar Dine, Iyad al-Arli. Imam Mahmoud Dicko soutient Ibrahim Boubacar Keïta lors de l'élection présidentielle de 2013. En 2017, il se penche vers l'opposition avant de demander aux Maliens de manifester contre le gouvernement en 2019. Les chiffres font état de 30 000 à 50 000 manifestants. L'imam Dicko a quitté la tête du Haut Conseil islamique du Mali dans la même année, en 2019. À travers ses sorties, il demande aux Maliens de prendre leur destin en main. Imam Mahmoud Dicko, soutenu par des partis de l'opposition et de la société civile, réclame de plus en plus le départ du président Ibeka. Le leader du Front pour la sauvegarde de la démocratie dénonce ce qu'il appelle la mauvaise gouvernance. Les tractations entamées et autres négociations depuis le mois de mai 2020 n'ont pas empêché les manifestants d'investir la rue.
Merci à vous, Ibou Diouf. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.